La deuxième édition de la Grande Marche jusqu'au 25 août prochain. Une grande marche pour débattre du nucléaire et de la transition énergétique. Départ ce matin depuis l'usine Orano de La Hague. Et tout au long de ce périple, des conférences sont organisées pour sensibiliser aux questions autour du nucléaire. Transition énergétique, nucléaire, mais aussi éolien, solaire, sobriété. Des mots qui nous semblent barbares et pourtant des mots qui, petit à petit, régissent notre existence. Nous, simples citoyens, nous voulions prendre le temps et comprendre. Le réchauffement climatique est tel que la France est engagée à réduire d'ici 2030 de 40% nos émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990. Le langage est technique. On nous demande de changer tout de nos vies et pourtant on comprend si peu de ce qui se passe. Des guerres aux restrictions, aux catastrophes naturelles. Cependant, nous vivons dans un confort certain. Du frigo aux ordinateurs, du chauffage à la voiture, du bouquet de roses aux tomates toute l'année. On ne peut plus payer ses impôts, communiquer ou prendre un rendez-vous chez le médecin sans notre nouvel ami qui est l'ordinateur. Mais il en est des ordinateurs comme des voitures. Nous en sommes dépendants. La Fiat 500 pesait 500 kg. Aujourd'hui, elle en fait le double. Avons-nous besoin de plus d'une tonne de matériel pour nous déplacer ? Oui, nous consommons, certains plus que d'autres, mais nous consommons. Nous devrons continuer à nous alimenter, à communiquer, à voyager. Nous savons que notre mode de vie devra changer. Et pourtant, nous continuons. Nous vivons en pleine dissonance cognitive. Les contradictions entre nos actes et nos pensées nous pèsent. Nous essayons tout de même un peu de faire attention. Quand nous nous demandons quoi faire, nous nous sentons dépossédés des vrais choix, comme réduire l'impuissance. Alors nous avons choisi la lenteur de la marche, pour prendre du recul et pour mieux comprendre. 30 conférences en 30 jours et des milliers de discussions au bord des chemins. Et le parcours de cette grande marche va passer par Beaumont-Hague, Flamanville, Caen, Palluel, Malonnet, Rouen et Vernon notamment, avant de rejoindre Paris et l'Assemblée nationale en fin d'après-midi le 25 août prochain. Dans les années 1970, la France a fait le choix du nucléaire. Il n'y a pas eu un grand débat public ou un référendum sur le sujet, mais la France s'est vue recouverte de réacteurs allant de 880 à 1500 MW. Le mégawatt, c'est une puissance. Nous vous présentons Yannick Rousselet de Greenpeace, qui s'est longtemps plongé sur la sûreté et la sécurité nucléaire en France. Ici, il nous parle des transports de matières radioactives. Tout au long de ce qu'on appelle la chaîne nucléaire, on a des opérations qui commencent en Afrique au Niger pour l'uranium, au Kazakhstan pour l'uranium, etc. Tout cela va venir en bateau, donc évidemment il y a des risques de naufrage. Après on va avoir un transport en train, après des camions. Et en fait on a cette immense toile d'araignée des transports qui pose un véritable maillon faible dans cette industrie, puisque finalement certains citoyens pourraient penser qu'ils habitent loin d'une centrale nucléaire ou d'une installation. Mais personne n'est à l'abri, puisque si on regarde la carte des transports, finalement, on peut avoir un camion, un train qui passe à côté de l'école de nos enfants. Finalement, aujourd'hui, tout le monde est concerné par ce problème des installations nucléaires et des déchets, aussi à travers les transports, qui aujourd'hui sont évidemment un facteur de risque considérable. Niger, Kazakhstan. Il est quand même difficile de parler d'indépendance énergétique quand la matière première principale, indispensable, vient d'aussi loin. Et puis ce petit détail, tout le monde est concerné. Ça fait un peu froid dans le dos. Mais on n'a jamais eu d'accident causant des morts en France. Alors, est-ce que ça vaut le coup de s'inquiéter ? Nous avons aussi rencontré David Boilet, président de l'ACRO, Association pour le contrôle de la radioactivité dans l'Ouest, et docteur en physique nucléaire. La catastrophe de Fukushima nous a appris qu'un accident grave était possible dans un pays occidental, avec la technologie occidentale.
ce qui était loin d'être accepté par tout le monde et même par l'industrie nucléaire et les autorités de sûreté, où l'accident de référence était Three Mile Island avec un rejet limité. Et là, qu'un accident grave avec des conséquences significatives sur l'environnement était possible malgré l'enceinte de confinement, malgré la technologie occidentale, ça a été un vrai changement, une vraie rupture. La catastrophe de Tchernobyl était considérée comme purement soviétique et donc impossible chez nous. Il est tellement facile d'oublier qu'il s'agissait avant tout d'une catastrophe nucléaire. L'URSS d'hier, un État qui, quoi qu'il en coûte, souhaitait poursuivre dans la voie du nucléaire et avancer sur cette voie pour monter un fleuron, et petit à petit qui s'est voilé les yeux quand des dysfonctionnements ont été signalés. En France, on s'est toujours dit qu'on avait les centrales les plus sûres du monde. On se sent protégé, à l'abri, pas concerné. Pour rappel, le coût d'une catastrophe nucléaire en France serait de 430 milliards d'euros. Apparemment, on ne craint rien parce que on fait attention et on sait gérer. Je reprends juste les éléments de langage officiel. Dans le contexte actuel, un certain nombre de politiques et d'ingénieurs souhaiteraient relancer cette filière nucléaire avec la construction de 6 EPR dans un premier temps et 8 autres par la suite. Ceci dans l'idée que l'énergie nucléaire est faiblement émettrice de gaz à effet de serre. Nous avons demandé à Charlotte Mijon de nous apporter son éclairage. Bien souvent, on entend parler de production sans CO2, décarbonée. Ces termes-là relèvent de la pensée magique. C'est-à-dire que pour qu'il y ait production d'électricité nucléaire, il faut qu'il y ait extraction d'uranium, il faut qu'il y ait transformation du minerai, il faut qu'il y ait fabrication du combustible, il faut ensuite qu'il y ait gestion des déchets, voire retraitement. Il faut ensuite, et ça on a du mal à le chiffrer, envisager que ces déchets vont devoir faire l'objet d'une surveillance sur des durées qui seront extrêmement longues. Tout ça ne se passe pas par magie. Et pour ça aussi, on utilise des énergies fossiles. Donc non, le nucléaire n'est pas décarboné. Il est certes peu émetteur, on est d'accord. Il émet à peu près du même ordre que les énergies renouvelables, mais il n'est pas décarboné. Il se pose aussi la question de la vulnérabilité aux phénomènes climatiques extrêmes qui, on le sait, vont se multiplier. En effet, les feux de forêt, les restrictions d'eau, la crise du Covid ont tous posé problème à l'industrie nucléaire. Et on peut s'interroger sur la sûreté en cas d'événements imprévisibles. Et puis les réacteurs ne fonctionnent pas tout seuls. Ils dépendent de la sous-traitance des travailleurs dans l'industrie du nucléaire, avec toute l'opacité qui entoure leurs conditions de travail. Aussi, la génération qui a construit les anciens réacteurs part à la retraite. La transmission des savoirs n'est pas toujours assurée et la perte de mémoire d'une génération à l'autre est problématique. Alors, l'avenir du nucléaire. Voilà ce que nous en dit Antoine Bonduel, cofondateur du réseau Action Climat et intervenant dans plusieurs écoles d'ingénieurs. Le nucléaire mondial, il est mort. L'avenir sur le nucléaire, c'est que vous avez des chantiers annuels, ça c'est Michael Schneider qui a repris les stats officielles. Donc vous avez les constructions au moment où la France s'est lancée. Depuis, on a à part un petit peu en Chine, et encore les Chinois ont quand même baissé pas mal, vous avez plus assez de construction pour remplacer les 400 réacteurs dans le monde. Et vous avez 60 en France, 100 aux États-Unis, ça fait que 400 en fait. Hein. Et ce qui fait que le nucléaire est passé de 17% à 10% de l'électricité mondiale. Hein. Le nucléaire, il stagne, il reste pareil, avec le même nombre de réacteurs. C'est vrai qu'il y a une propagande qui a beaucoup pris. Vous avez des gens en France qui vous disent « Et si on construisait 3000 réacteurs dans le monde ?» 400 dans le monde, hein, aujourd'hui. Et ce gars, puisque c'est un personnage qui est professeur à l'école des mines, qui s'appelle Jean-Marc Jancovici, qui vous dit ça, et personne rit. Construire, construire, construire. Revenons à Charlotte Mijon qui se pose la question du timing. Et ce qu'on constate, c'est que face à l'urgence climatique, on ne peut plus repousser, on ne peut plus procrastiner, eh bien on a besoin d'options qui sont extrêmement rapides à mettre en œuvre. Et à partir de là, on ne peut pas se permettre de tabler sur la construction de nouveaux réacteurs quand on voit le temps de construction général et les délais notamment qui sont
très très fréquemment observés lorsque des réacteurs sont construits. Euh, je vais parler un peu de l'EPR de Flamanville, mais l'EPR de Flamanville n'est pas l'exception qui confirme la règle. Euh, Quand on voit à mi-2021, il y a actuellement 52 réacteurs en construction dans le monde. Sur les 52, 33 connaissent des retards. Donc l'EPR, comme solution pour le climat, ça pourrait marcher? David Boilet nous a donné quelques éléments de réponse. Donc les nouveaux EPR, c'est difficile de dire si c'est une solution d'avenir ou pas parce qu'ils ne fonctionnent pas. Enfin, ils fonctionnent en Chine, mais avec une autorité de sûreté nucléaire beaucoup plus laxiste et des règles pas forcément transparentes. Enfin, on l'a vu avec la gestion de la pandémie, par exemple, où au début, le virus a été nié. Là, on le voit avec les fuites de gaz radioactifs dans le circuit primaire, où ça a été nié par les autorités chinoises. Donc, on ne peut pas comparer la situation d'une dictature avec l'Occident. Et les EPR occidentaux ne fonctionnent pas. Pour le moment, EDF n'a pas fait la preuve que c'était la solution d'avenir. L'EPR, un modèle de réacteur non éprouvé. Et grâce à une parfaite baguette magique, cela va commencer à fonctionner sans risque et dans les temps pour ce qui est des enjeux climatiques. Nous marchions, discutions avec les gens rencontrés sur le chemin. Certains ont une confiance absolue dans la technique. On va trouver des solutions. Et puis il y a cette sûreté est un petite point clé question qu'il du est débat sur le peut-être nucléaire. temps d'aborder. Les technologies pour mieux gérer nos déchets, certaines sur lesquelles nous commençons à avancer, certaines que nous n'imaginons même pas, avec là aussi un travail fait par nos Quand on organismes vous parle de d'une recherche. confiance absolue dans la recherche, néanmoins, qu'en est-il des déchets en France? Éclairage ici encore de Yannick Rousselet. Quand on parle de déchets nucléaires, on entend souvent que certains types de déchets, faible activité, moyenne activité, seraient pas dangereux. En fait, ils sont évidemment moins irradiants que d'autres types de déchets, mais ils sont aussi très compliqués à gérer. D'abord parce qu'il y en a des volumes considérables, et puis en plus parce qu'aujourd'hui, finalement, on ne sait pas vraiment faire quelque chose d'étanche. Si on regarde aujourd'hui le centre de stockage de la Manche, le CSM, on s'aperçoit que la nappe phréatique est très très contaminée en tritium, parce que le tritium passe à travers tout. Donc il n'y a pas de déchets nucléaires qui sont inoffensifs. C'est pas vrai, c'est impossible. Aujourd'hui, tous les déchets nucléaires posent problème. Alors on a différentes méthodes de gestion, dont certains c'est on envoie ça par la cheminée sous forme gazeuse, d'autres on les envoie en mer à travers un tuyau, d'autres on va les mettre dans un trou, mais la réalité c'est que tous les déchets nucléaires posent des problèmes. Pourtant, nous sommes bien partis de la Hague, le centre de retraitement des combustibles usés. Donc peut-on parler de recyclage? Question posée à David Boilet. Et on peut retraiter les combustibles usés qui sortent des centrales nucléaires. Maintenant, à quoi ça sert? On recycle seulement 1% de ce qui sort des centrales nucléaires. Donc, le bénéfice reste très faible en termes de gestion des déchets. Creusons un peu plus avec Yannick Rousselet. Si on prend ceux qui sont les plus actifs, les combustibles usés, les combustibles irradiés, pour nous, on préconise plutôt ce qu'on appelle la subsurface, c'est-à-dire on les met dans des conteneurs en voie sèche, surtout pas en piscine, pour éviter qu'il y ait besoin d'eau pour refroidir, qu'il y ait besoin d'électricité pour faire circuler l'eau, qu'il y ait besoin de ventilation, etc. On met ça dans des conteneurs en voie sèche. C'est d'ailleurs ce que font tous les pays du monde, à part la France, qui, elle, continue bêtement de mettre ça en piscine, de faire du retraitement. Donc nous, on est pour cette solution. Et évidemment, on est contre l'enfouissement en grande profondeur. Il faut absolument éviter de laisser aux générations futures des problèmes qui en plus ne seront complètement ingérables dans des milliers d'années. Ce qu'on a pu comprendre à force de discussion, c'est qu'en France, on parle de déchets et de matières valorisables. Les matières valorisables, c'est un élément de langage sublime. Ce sont tous les combustibles usés que sur papier, on pourrait recycler, mais qu'en réalité, on ne recycle pas. Parce que même après des années de recherche, on ne sait pas vraiment faire de manière efficace. C'est aussi l'uranium de retraitement. Et là, on est très fort pour jouer avec les mots. Parce que si on n'a pas le droit d'envoyer nos déchets ailleurs, on a le droit d'exporter nos matières valorisables. Et on le fait. En Russie, par exemple. La Russie nous débarrasse d'une partie de l'uranium de retraitement avec un suivi qui nous paraît quelque peu opaque. L'autre point merveilleux, c'est dans la comptabilisation des déchets. Les combustibles usés, non traités, considérés comme valorisables, s'accumulent à tel point que les piscines les entreposant seront bientôt pleines.
Voilà pourquoi EDF n'a d'autre proposition que de reconstruire une nouvelle piscine d'entreposage au même endroit que les précédentes. Il faut savoir que La Hague est l'endroit au monde ayant déjà la plus forte concentration de matières radioactives. Rien d'étonnant à ce que certains collectifs commencent à dire « trop, c'est trop ». Alors le nucléaire, avec ses risques, ses délais de construction et ses déchets accumulés, a-t-il vraiment un avenir en France? Certaines personnes rencontrées sur les bords des routes nous parlent encore de la fusion comme d'un Eldorado. La fusion, qu'est-ce que c'est? L'idée, c'est qu'au lieu de fissurer l'atome, on en fusionne, ce qui aurait pour avantage de créer nettement moins de matière instable. Malgré toutes les annonces presse régulières sur une avancée ici ou là, la réalité est plus complexe. Et ça, on sait moins faire, en dépit des années et des milliards. Nous avons invité Yves Lenoir, président d'Enfants de Tchernobyl Bélarus, et pendant 40 ans, ingénieur de recherche de l'École des mines de Paris. L'énergie est l'une des préoccupations majeures du XXIe siècle. Toute source d'énergie potentiellement durable doit être développée le plus rapidement possible. Ça fait 70 ans, et pour justifier la poursuite d'ITER, ils osent écrire cette phrase, le plus rapidement possible. Alors que par ailleurs, ils disent qu'il faudra sans doute attendre 2080 avant que DEMO, le successeur d'ITER, ait commencé à produire de l'énergie, si ça marche. Bon, on ne va peut-être pas attendre la fusion pour chercher des solutions à la transition énergétique. Alors on essaie de trouver d'autres réponses que ce nucléaire que la France aimerait tant exporter en Europe et en Inde. Ce nucléaire pour lequel la France semble avoir créé des liens qui touchent presque à l'attachement, qui touchent à l'identité et à la fierté nationale. Certains parlent d'une religion d'État. Oui, il y a les risques toujours sous-jacents, la question majeure des déchets et le fait que la construction des réacteurs, s'ils fonctionnent un jour, soit de toute manière hors délai par rapport aux enjeux climatiques. Mais beaucoup sont ceux qui continuent de se questionner. Vous voulez arrêter le nucléaire? Mais vous proposez quoi? On entend souvent dire cette phrase. La seule énergie qui ne pollue pas, c'est celle qu'on ne consomme pas. D'accord, mais au juste, ça voudrait dire quoi en termes de nos vies quotidiennes et de nos habitudes? Sébastien Bellet nous a rejoint au WIP de Colombelles pour en discuter. Donc comment savoir si notre consommation est compatible avec un monde soutenable? Vous voyez que notre bilan gaz à effet de serre, il faut l'amener à un niveau très très bas en 2050, il faut atteindre ce qu'on appelle la neutralité carbone, c'est-à-dire qu'il faudra réduire quasiment de 80%. Pour réduire de 80% d'ici 2050, il faut réduire de l'ordre de 3% par an. Comment on fait pour réussir à réduire de 80% nos gaz à effet de serre si la population est stable, si l'efficacité est au maximum de 1,5% par an, et si on veut continuer à augmenter le PIB de la consommation? C'est juste pas possible. Eh bien, tous les gains qu'on fait par unité de consommation, en fait, on les perd parce qu'on achète plus de trucs. Mon ordinateur est plus performant, mais maintenant j'en ai deux au lieu d'en avoir un. Un bureau d'études qui s'appelle BL Evolution s'est amusé à faire un certain nombre de calculs pour réussir à être sur cette trajectoire 1,5 degré compatible. Sur le résidentiel, par exemple, eh bien, c'est interdire le chauffage au fioul dès 2026. Arriver avec un système qui permet de s'assurer que dans chaque logement, entre 22h et 6h du matin, il y a un système de régulation qui fait que la température du logement n'excède pas 17 degrés. Limitation à 1 kg de vêtements neufs mis sur le marché par an et par habitant, il y a des trucs qui laissent un peu rêveur. Sur l'alimentation, eh bien, pouvoir avoir une alimentation beaucoup moins carnée, réduire la consommation de viande de 90 à 25 kg par personne et par an, par exemple. Plus on retarde l'action, plus il faudra agir de manière très très forte à la fin. Et ça devient de plus en plus impossible à éviter. On est bien d'accord. Là, il est question d'imaginer ce que cela représente. Après, certains peuvent couper plus dans un domaine et se permettre davantage dans d'autres. Il s'agit avant tout de se poser la question de nos besoins. Prenons l'exemple de Jean-Loup, caractère atypique qui a fait toute la marche avec nous et dont nous avons fêté les 80 ans à Vernon. Il ne marchait qu'en tongs et à 15, 20 ou 25 km par jour, on s'inquiétait pour lui. Jean-Loup et ses dessins. Arrivé au Havre, nous étions plus qu'heureux qu'il ait enfin pris la décision de s'offrir une paire de tennis.
ne s'agit pas de tout arrêter, mais peut-être d'acheter, de se procurer, en conscience de nos besoins. Nos besoins en termes de communication et d'Internet, ils sont croissants, non? Peut-on vraiment les restreindre? Voici Olivier Billot, de l'association Artify. Très fortement. Aujourd'hui, les gaz à effet de serre du numérique, c'est 4%. En 2040, ça risquerait de grimper autour de 7 ou 8% si on va dans la même direction. La vidéo, c'est 80% de la bande passante d'Internet aujourd'hui. Il faut savoir que 10 heures de vidéo en ligne en haute définition, ça représente autant de données que tout Wikipédia en anglais. Aïe, ça fait mal, vu que toutes nos conférences sont en ligne. Alors pour info, vous pouvez baisser les définitions des vidéos et des films visionnés, une simple option à cocher. Aussi sur la marche, si vous vous posiez la question, on a mangé végétarien tout en marchant les 500 km. Là, on est bon sur notre bilan carbone, et l'idée, c'est d'informer. Oui, le fait même d'agir pollue, mais c'est un peu la facilité de s'en arrêter là, et de ne plus se bouger. Alors on continue avec Olivier Billot. Ce qu'il faut surveiller un petit peu aujourd'hui, c'est les objets connectés. Il y a de plus en plus d'équipements, et il y a 6 fois plus d'équipements qu'il y a 30 ans. Aujourd'hui, il y a seulement 40% des appareils qui sont réparés quand ils sont en panne. L'effet rebond, c'est le principe que, au fur et à mesure que les progrès technologiques améliorent l'efficacité d'une ressource, la consommation totale augmente quand même. On pense beaucoup que le souci, c'est la consommation électrique des appareils finalement. On est de plus en plus vigilant à ça. Mais en fait, si on veut vraiment agir sur l'empreinte environnementale d'un appareil, il vaut mieux le garder 1 an de plus. Parce que 80% de son empreinte, c'est ou la production, l'extraction, la production, ou le traitement des déchets. Et les 20% restants, ça va être dans son cycle de vie, ça va être sa vie d'appareil, sa consommation. Habitat, transport, informatique, vêtements, consommer en fonction de nos besoins, changer certaines habitudes à long terme, effectuer quelques vrais changements. Mais une fois qu'on a dit ça, on aurait quand même besoin d'énergie. Moins, mais d'énergie quand même. Alors qu'est-ce que vous proposez? Les énergies renouvelables, peut-on vraiment en avoir assez? La parole à Michel Frémont, qu'on a rencontré dès nos premiers jours dans la Manche. Ici, le pourcentage d'énergie renouvelable par rapport à l'électricité. Vous voyez que l'Autriche, ils arrivent pour loin de 80%. La Suède, pareil, le Danemark, le Portugal, etc. La moyenne de l'Europe, on est à plus de 28-30% facile. Et vous voyez que la France, elle est tout en bas. Parole à Antoine Bonduel. Les gagnants, c'est l'éolien et le solaire. Et dans tous les scénarios, mais alors vraiment tous, du GIEC, ce sont des scénarios où ce sont les énergies dominantes. Donc ça veut dire que il faut à la fois les prendre et les accepter, et puis ça ne veut pas dire non plus qu'on accepte n'importe quoi. Et merci à Michel Frémont pour ses paroles toujours franches. On a le deuxième potentiel éolien offshore d'Europe, puisqu'il n'y a que les Anglais qui nous battent, parce qu'ils n'ont que du vent, puisqu'ils n'ont que des côtes. Il y a une grande campagne de dénigrement de toutes les énergies renouvelables. L'éolien, bien sûr, parce que c'est le premier visé, mais même le photovoltaïque, on entend des Trump news, des fuck news, non des... J'arriverai jamais à le dire. Là, mon petit cerveau fait stop et se souvient d'une étude sur 143 pays de Benjamin Sauvacol et al., publiée en 2020 dans Nature Energy. Que dit cette étude? En moyenne, les pays qui investissent lourdement dans l'énergie nucléaire demeurent plus fortement émetteurs de CO2 que les pays qui s'engagent au même niveau dans la voie des énergies renouvelables. De plus, il serait difficile d'adopter à la fois le nucléaire et les renouvelables en raison d'une incompatibilité entre ces deux approches. Concentrons-nous sur l'éolien, souvent l'objet de colère, et décortiquons un peu avec Julien Frémont de la SCIC des 7 vents. SCIC, Société coopérative d'intérêt collectif. C'est très rare d'être anti-énergie, il faut bien avoir de l'énergie quelque part, ça je pense que 100% des gens l'ont compris, parce qu'ils appuient sur le bouton comme nous tous, et on a besoin d'un vecteur énergétique. Mais on a un front anti-éolien, un front anti-photovoltaïque, dans la Manche en tout cas, qui est assez présent.
En Allemagne, pour implanter une éolienne, il faut 2 à 3 ans. En France, c'est à peu près 8 ans. Et ça, c'est pas à cause des ouvriers qui savent pas faire en France, c'est à cause des recours. Aujourd'hui, il y a des études qui sont conduites notamment par la LPO sur l'impact des éoliennes, parce qu'il y a eu des éoliennes d'implantées dans des secteurs de protection ornithologique. En fait, il y a eu des études conduites aux États-Unis, en Angleterre là-dessus, en France également. En moyenne, une éolienne doit tuer entre 5 à 10 oiseaux par an. Donc oui, il y a eu des bêtises de fait. Mais on apprend et la technologie évolue. Par exemple, nous savons aujourd'hui faire des pales recyclables. Plus étonnant, et pour en revenir aux oiseaux, sur les éoliennes offshore de Fécamp, un radar sera installé pour permettre aux éoliennes de s'arrêter en cas d'approche d'oiseaux. De la même manière, pour ce qui est des éoliennes terrestres, des systèmes éprouvés similaires existent, soit pour éloigner les chauves-souris, soit pour s'arrêter lorsqu'elles sont détectées. Donc consommation, bétonisation de terres agricoles, un plot d'éoliennes, c'est environ 6 à 800 tonnes de béton coulé dans la terre. Alors moi j'ai vu des collectifs anti-éoliens qui parlaient plutôt de 1500 tonnes. J'ai trouvé ça nulle part. Alors c'est à mettre en regard des quantités de béton qu'on coule pour construire une centrale nucléaire, hein, encore une fois, il faudrait essayer de comparer ce qui est comparable. Aujourd'hui, la consommation de béton liée à l'implantation d'éoliennes en France, c'est 0,5% de la production de béton française. Durée de vie optimale d'une éolienne, une trentaine d'années. Soit on choisit d'en réimplanter une sur le même site et sur le même plot en béton, c'est possible. Si on ne veut pas poursuivre l'exploitation éolienne du site, le développeur est tenu donc de fournir l'argent nécessaire à l'arasement du plot sur 1 à 3 mètres de profondeur. Donc oui, il y a du béton, mais une installation nucléaire n'est pas sans béton, loin de là, puisqu'il s'agit du principal isolant. Pensez au sarcophage de Tchernobyl. Enfin, il y a le ressenti, le vrai, celui qui est induit par les campagnes anti-éoliennes. Il y a des gens qui disent être empêchés de dormir, qui disent avoir des maux de tête suite à l'implantation d'une éolienne. On considère ça, nous, ni comme vrai ni comme faux, mais en tout cas, on s'appuie sur les études qu'on a pour dire que c'est possible. Ça réside surtout dans l'implantation et le lieu d'implantation des éoliennes aujourd'hui. Il y a une étude qui a tendance à prouver que autour des éoliennes, on a, que ce soit d'ailleurs au niveau des bruits, mais au niveau aussi des ondes électromagnétiques, des champs magnétiques, etc., ce qu'on appelle un effet nocebo. Voilà, on s'inquiète tellement et on a tellement un avis négatif sur l'éolienne parce qu'on a entendu un tas de trucs que, effectivement, quand elle est implantée, on commence à ressentir des choses que ne ressentent pas d'autres personnes. La pollution visuelle, alors c'est pareil, hein, c'est quelque chose de vrai, les éoliennes se voient. On avait des études qui tendaient à montrer quand même que les gens s'habituaient plutôt bien à cet impact visuel. À la fin, l'éolienne, elle rentre dans le paysage. Entre un pylône de très haute tension, comme vous avez pu le croiser dans la Manche peut-être quand vous avez marché, et une éolienne, bon, en termes de hauteur, de prise de vue dans le paysage, et voilà, on est à mon avis sur les mêmes pollutions, mais encore une fois, il y en a une qui est rentrée dans les mœurs et l'autre pas encore. Pour ce qui est du recyclage, les panneaux photovoltaïques se recyclent à 95%. Depuis 2020, nous travaillons sur des pales d'éoliennes recyclables à 95% également. Une éolienne prend 1 an pour produire l'énergie consommée pour sa production, et un panneau photovoltaïque en prend 2. À noter que si l'Europe décide d'aider à ce que leur construction se fasse sur notre continent, rien ne l'en empêche. Il ne s'agit que d'une volonté politique à mettre en œuvre. Cela éviterait à la Chine d'étouffer le marché européen. Alors, les énergies renouvelables, ça pollue ? Un taux de production d'énergie a des impacts, les ENR n'y coupent pas. Faire attention à ne pas vendre les énergies renouvelables comme quelque chose qui laverait plus blanc que blanc, qui serait complètement parfait. À partir du moment où les gens voient dans le terme renouvelable quelque chose d'inépuisable et de totalement propre. On est à la recherche de la panacée, c'est-à-dire de quelque chose dont on pourrait se servir sans impact. On parle maintenant de la fusion nucléaire. Ça, c'est la prochaine panacée. Sur les forums, etc., les gars sont à fond sur la fusion nucléaire, comme quoi c'est un truc qui sera génial. Source d'énergie inépuisable et propre, voilà, ad vitam aeternam. Il y a un physicien et chercheur qui s'appelait M. Georgescu Roegen, que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui a développé un truc qui s'appelle la loi de l'entropie, et qui dit qu'on ne peut pas produire quelque chose sans avoir d'impact. On marche, on écoute, et on avance dans nos réflexions. Néanmoins, on ne cesse de nous rappeler cette petite phrase. Oui, mais le nucléaire, c'est moins cher. Alors qu'en est-il vraiment ? Charlotte Mijon nous répond.
la comparaison donc des coûts du nouveau solaire éolien avec le nucléaire actuel aux États-Unis. Le nucléaire, c'est en rouge. Ce qu'on peut voir, c'est que désormais, il est dans certains cas moins cher de développer de nouvelles capacités d'énergie renouvelable plutôt que de maintenir en fonctionnement des réacteurs existants parce que les travaux à effectuer sont trop lourds. Michel Frémont nous fait le bonheur de commenter la même statistique. Les Américains ont beaucoup de défauts, mais ils sont assez pragmatiques. Si la centrale coûte tant et qu'elle rapporte tant, bah, on arrête. Hein. Alors qu'en France, bah, c'est nous qui payons. Donc. Au niveau économique, pendant des années, on nous a dit vos renouvelables, c'est gentil, mais ça coûte cher. Ben non, camarades, c'est le contraire. Maintenant, vous, c'est très long à construire, ça génère plein de merde pendant des millénaires, et en plus, ça coûte plus cher le kilowattheure. Et en plus, construire une centrale nucléaire, vous voyez, à Flamanville, ça va être du temps. Hein. Enfin, un peu plus que prévu, visiblement. Donc les énergies renouvelables, ça se voit et c'est pas parfait. Mais ça coûte moins cher et côté pollution, on n'en prend pas pour plus longtemps que n'a existé l'humanité. Mais alors, que fait-on de la mentalité dite « not in my backyard », pas dans mon jardin? L'idée que même si quelque chose est bien pour la collectivité, on n'en veuille pas chez soi. Nous laisserons Julien Frémont conclure. Et notamment des collectivités, c'est que pour nous l'avantage des ENR, c'est de d'éparpiller, de socialiser le risque, au lieu d'avoir un risque immense qu'il y a une centrale nucléaire et qui pèse sur nous tous. Et ça, on est tous là pour le considérer. On a quand même des petits risques, c'est-à-dire que ce dont je parle, c'est des impacts réels, hein, le bruit, la pollution visuelle, etc. Mais est-ce qu'il ne faut pas mieux avoir une éolienne à proximité, la voir tous les jours et savoir que quand même elle ne va pas nous exploser à la tronche, plutôt que de vivre tous dans un département ou une région, ou même quasiment un pays, sous la menace d'un truc peut-être plus localisé, mais tellement plus énorme qu'il représente un risque pour tout le monde, de toute façon. Est-ce qu'il ne faut mieux pas avoir un risque en face de soi maîtrisable? D'où la question, hein, quel impact, quel risque veut-on? Il ne s'agit pas de nier le risque, il s'agit de le considérer, de le faire accepter aux gens. Donc on socialise le risque, c'est-à-dire que chacun prend un petit peu sa part du risque. Donc la solution, c'est des solutions plurielles un peu partout. Plutôt que des grosses centrales, une décentralisation de l'énergie. Un pays où la ruralité reprend sa place. C'est sûr que des éoliennes, c'est impressionnant quand on passe dessous. Et la première fois, on les regarde bien, ces pales, mais on s'y habitue. C'est majestueux. Des éoliennes comme des églises ont émaillé notre chemin. Mais ce sont surtout les champs qui faisaient notre quotidien. Des champs partout qui s'étendaient à perte de vue. Parfois jonchés de coquelicots et de terre vivante, mais souvent constitués d'une terre sèche, où l'on ne voit plus de papillons. L'agriculture a elle aussi des choix à faire. L'agriculture, élément clé de la transition énergétique. Nous avons invité Mathieu Grenier et Olivier Lenné pour nous parler de la situation. Je me suis pris une claque il y a quelques années en fait, en réalisant en fait, l'impact de l'agriculture sur le changement climatique. Quoi. Le jour où j'ai assisté à une présentation sur vraiment le changement climatique, qu'est-ce que c'était, les émissions de gaz à effet de serre, etc. Et que j'ai compris que vraiment le poids de l'agriculture dans tout ce schmilblick et surtout le poids de l'élevage, étant éleveur. Donc je me sens une responsabilité assez forte. Alors je ne sais pas si vous faites le procès de nos parents. Hein. Je pense qu'on serait né un peu avant, on aurait fait comme eux. On aurait adhéré, je dirais, à ce qui était considéré comme un progrès, notamment par rapport aux fertilisations azotées. On verra que ça a une très grande part dans les gaz à effet de serre. Mais aujourd'hui, l'agriculture, c'est en gros 20% des gaz à effet de serre. Le protoxyde d'azote, c'est à peu près 40%. Le méthane, c'est à peu près un peu plus que 40%, mais en gros 40%. Les 20% restants, qui sont directement liés à l'agriculture. Après, quand, par exemple, pour les tracteurs, on parle de la construction des tracteurs, ça, c'est pas imputé à l'agriculture, c'est imputé à l'industrie. Hein. Et après, le restant, c'est à peu près 10-15%, c'est pour la partie énergie. Partie consommation directe. Le protoxyde d'azote. Deux inconvénients majeurs. Celui d'abord d'être hautement gaz à effet de serre, c'est-à-dire que c'est 300 fois plus gaz à effet de serre que le CO2. Et c'est aussi un gaz qui a une stabilité absolue. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait le protoxyde d'azote, il reste dans l'air très très longtemps, plus de 100 ans, alors que le méthane, lui, je crois qu'entre 10 et 15 ans, en général, il se retransforme en gaz carbonique. L'agriculture intensive est problématique dans notre lutte pour la planète.
Nous avons réinvité Olivier Lenné en mai 2022 qui est revenu sur la question. Est-ce que le bio va pouvoir nourrir la planète, quoi, en gros, tout le monde. De toute façon, l'agriculture industrielle, elle ne pourra pas, à terme, nourrir la planète parce que c'est une agriculture minière. C'est qu'aujourd'hui, par exemple, on met des engrais de synthèse, comme je vous l'ai dit, pour l'azote. L'azote, ça dépend donc du pétrole, du gaz naturel. Donc, de toute façon, si on n'a pas de gaz naturel, on peut plus faire d'azote. Mais il n'y a pas que l'azote. Il y a aussi tout ce qui est phosphore, potasse. La potasse, aujourd'hui, l'agriculture intensive met à peu près, on va dire, 100 kg de potasse par hectare et par an. C'est donc une ressource minière. Paraît-il que dans 30, 40, 50 ans, il n'y en a plus. Donc de toute façon, cette agriculture-là, elle est condamnée. La majorité, c'est quand même fait aujourd'hui par des petits paysans sur la planète entière. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que là, on a une très grosse part de l'alimentation qui est perdue. À peu près 30%. À tous les niveaux. Production, chez les paysans, mais même en Afrique. Ils perdent énormément dans leurs greniers. Elle est perdue aussi dans les frigos des gens, enfin, au niveau de l'industrie. Donc là, il y a une marge de progrès énorme. Agriculture et climat sont liés, que ce soit pour l'émission des gaz à effet de serre, le transport des aliments, la déforestation ou même la production des engrais. Mais le saviez-vous ? Nous avons appris que seule l'émission directe des gaz à effet de serre dans la production agricole était comptabilisée dans la case agriculture. Le reste passe sous l'intitulé transport, industrie ou déforestation. Mais nous les aimons, nos paysans. Nous avons besoin de nous réconcilier avec cette France qui nous nourrit, leur réserver des parcelles de terre, des territoires plus autonomes en termes d'alimentation. Ça ne vous fait pas rêver, vous ? Tant qu'à faire, ces territoires peuvent-ils aussi être producteurs d'énergie ? Guillaume Halloween, maraîcher qui nous a hébergés auprès de Bayeux avec l'association L'Arbre, nous a fait part de ses réflexions. Alors est-ce qu'on peut allier production d'électricité et agriculture ? Moi je pense que définitivement oui. Moi je vois les fermes comme des lieux demain de production décentralisée d'électricité ou d'énergie en général. Ici sur la ferme c'est pas encore le cas. On a posé là des panneaux solaires qui vont alimenter le lieu commun, le tiers-lieu L'Arbre, l'association. Mais sur la ferme on n'a pas encore de production d'électricité en tant que telle. Par contre effectivement on a accès à des terres, on a accès à des toitures, on a moyen de faire des choses intelligentes et quand même, je vois la ferme de mes parents à côté où il y a 2 robots de traite qui tournent 24 heures sur 24. Il y a une consommation d'électricité qui aussi justifie le fait que on tende vers au moins une autonomie en électricité, voire même produire pour toutes les maisons qui sont autour, quoi. Moi j'y crois. Après, toujours pareil, il faut prendre le temps de construire les bons systèmes et développer les bonnes technologies. On l'a vu dans le monde de la méthanisation. Il y a eu des choses intéressantes de fait, il y a aussi eu des grosses débilités de fait, mais pour l'instant on est encore qu'au balbutiement du rôle des fermes dans la production d'électricité, je pense, en France. Une décentralisation de l'énergie un peu partout sur les territoires. Mais là on a besoin du mode d'emploi. Comment fait-on pour faire émerger les projets ? Entre j'ai une idée et le faire. Une parole à Jean Rappel, directeur de la compagnie Énergie et Territoire. C'est ce qu'on appelle l'autoconsommation collective. On se met à plusieurs, chacun produit son électricité pour son bien propre, pour sa propre consommation, et l'excédent, je le revends à mon voisin ou à mes voisins, et l'excédent de l'excédent, parce que mes voisins vont peut-être pas consommer cet excédent, à ce moment-là, je le revends à Enercop ou à d'autres fournisseurs d'énergie. Est-ce que mon projet est faisable ? Est-ce qu'il est opportun de le faire ? Comment je le dimensionne ? Est-ce qu'il faut produire 10 kW, 50 kW, 5 kW ou 1 MW ? Voilà, c'est ces questions-là qu'il faut se poser au départ. On a tenté l'expérience dans un premier temps au Camargue, en faisant un inventaire de tout ce qui était possible. Et on s'est aperçu qu'il y avait une vingtaine de projets potentiels. On a reproduit l'exemple sur le Morvan, mais on a changé la méthode. C'est-à-dire que là, on a fait 5 réunions en invitant les maires par territoire. C'est qu'on a coupé le territoire en 5 et on a invité les maires à une réunion pour leur dire et vous avez un potentiel énergie renouvelable sur votre territoire, sauf que vous ne l'exploitez pas. Et on leur a distribué un questionnaire avec des exemples. Le parking de la supérette, le parking de la salle des fêtes, la toiture de l'école primaire,
le bâtiment de l'entreprise, les déchets des fermentescibles de la cantine, etc., etc. Et on s'est retrouvé en l'espace de 3-4 mois avec 104 projets. Et donc on a mis en place des petits groupes de travail, commune par commune, pour se dire, bon, alors le parking, c'est combien de kilowatts, la toiture de la mairie, c'est combien de kilowatts, avec un bureau d'études qui nous a permis d'identifier les puissances. Et aujourd'hui, on est en train maintenant de les développer. L'idée serait donc de se réunir par territoire, de faire émerger toutes les idées de projet, d'établir leur faisabilité, de chercher les financements et c'est parti avec les acteurs sur place. Et des idées, il y en a qui font sens. Des panneaux photovoltaïques pour protéger les cultures de la grêle ou du soleil, à ceux sur les écoles ou les églises, comme à Malonnais, par où on est passé. Il y a des endroits qui s'y prêtent, non ? Soleil, centre de notre monde quand même ? Mais je vous vois, vous. Je vous vois parce qu'on en a rencontré des passants comme vous, qui nous rappellent que le soleil, ça ne fonctionne que le jour. Cela vaut peut-être le coup de se rappeler que nous sommes surtout des animaux diurnes. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Notre activité en tant qu'être humain est basée sur le rythme du soleil. La puissance énergétique du soleil est souvent sous-estimée. Il y a aussi le solaire thermique, qui lui ne produit pas de l'électricité, mais impacte directement sur les réseaux de chaleur. Parole à Michel Frémont. Voilà, le solaire thermique, en France, c'est une catastrophe, alors que ça devrait être obligatoire sur toutes les maisons de retraite, sur tous les hôtels, etc., puisque c'est très rentable et très efficace. Et puis quand il n'y a pas de soleil, il y a souvent plus de vent. Il n'est pas question de dépendre d'un seul élément, mais de travailler avec un mix réfléchi par territoire. Parlons aussi de méthanisation, cette idée qui divise nos campagnes. On est la plus grosse ferme agricole en Europe, donc on a le plus gros tas de déchets. Donc, premier pays, Bretagne, Pays de Loire, Normandie, on en a pas mal. Donc, on a un capital de biogaz monstrueux qui est très bien exploité au Danemark, puisqu'ils en exploitent 60 et nous, on n'est même pas à 1%. Donc, c'est vous dire qu'on a fait ce qu'il fallait pour ne pas le développer. Et quand on veut faire des projets, le biogaz, on veut faire des trucs monstrueux. On aime bien les grosses centrales. Hein. C'est le côté jacobin, vous savez, il faut que ça pète. Apprendre à réfléchir par territoire, avec des projets à taille humaine, des projets qui ne soient pas développés en absurdie. Et si on évitait les monstres qui feraient de la production agricole dans le seul but d'alimenter les méthaniseurs ? À Mondeville, dans le Calvados, une méthanisation des boues usées produit du biogaz. En matière d'énergie, apprendre à réfléchir à chaque projet au cas par cas pour qu'il soit adapté au territoire. C'est pas écolo parce que... Oui, Julien. Parle-nous encore d'éoliennes. Sur le bruit, c'est acté que les éoliennes notamment font du bruit. Alors un panneau solaire ne fait pas de bruit. Il y a des mesures qui sont prises aujourd'hui qui évaluent un bruit qui peut être dérangeant jusqu'à 1,5 km autour de l'éolienne, suivant les vents porteurs, suivant la puissance de l'éolienne, suivant sa taille, suivant sa composition, la composition des pales. Et en énergie renouvelable et en énergie tout court, et dans ce qu'on fait nous au quotidien, on est toujours obligé de faire du sur-mesure et d'aller étudier un site. Et on ne peut jamais tirer une vérité absolue d'une étude, ou de même plusieurs études. On est toujours obligé de se fier à énormément de paramètres qui font que, notamment pour l'implantation d'une éolienne, ça doit être à chaque fois du sur-mesure. Une décentralisation de la production de l'énergie, réfléchie par territoire, autorisée au cas par cas. Vous le savez, l'électricité sous cette forme ne se stocke pas, mais les systèmes de stockage existent. Il y a des batteries bien sûr, et des nouvelles formes de batteries moins polluantes sont en cours de développement. Mais aussi d'autres méthodes dont la forme la plus importante sont les STEP, les stations de transfert d'énergie par pompage, qui permettent de monter l'eau quand on a un surplus d'électricité et de la faire retomber quand il y a un déficit. Et puis, il y a l'hydrogène. Et là, on entend tellement tout et n'importe quoi qu'on a demandé à Marie Attino son éclairage. Aujourd'hui, la filière hydrogène est une filière qui est pleine de sens, mais elle n'a uniquement de sens que si nous apportons un certain nombre de conditions pour pouvoir faire en sorte que cet hydrogène soit une réponse à la transition énergétique et évidemment derrière aussi à la lutte contre le changement climatique. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la très large majorité les projets de production d'hydrogène qui sont en train d'être développés chez nous, mais aussi partout dans le monde, sont des projets qui utilisent tellement d'électricité, qui pompent tellement sur les réseaux électriques que massivement ils utilisent de l'électricité d'origine nucléaire.
En fait, on pourrait très bien, sur ce territoire, utiliser les parcs éoliens qui sont en fin de vie. Ça ne produirait pas tout l'hydrogène dont on a besoin en Vallée de Seine, mais ça pourrait tout de même produire une quantité relativement significative, puisqu'il pourrait produire, jusqu'à à peu près 1000 tonnes, ce serait l'hydrogène par an. Puisque vous savez que les parcs éoliens qui sont dans nos territoires sont des parcs éoliens qui injectent l'électricité qu'ils produisent sur le réseau et sont aujourd'hui, cette électricité leur est rémunérée via un contrat avec le fournisseur historique d'énergie. Mais ces contrats arrivant à terme, les parcs éoliens, eux, ne sont pas en fin de vie. Ils peuvent encore tourner quelques années. Ils pourraient très bien envisager d'installer des électrolyseurs au pied de ces parcs éoliens afin de les faire tourner en énergie renouvelable et alimenter le territoire avec une source locale d'hydrogène pour des petits besoins. Alors, quand je dis petits besoins, je dois reconnaître que je n'aime pas beaucoup la mobilité légère en matière d'hydrogène. Je préfère la mobilité lourde, qui a beaucoup plus de sens. Et je pense que pour la mobilité légère, c'est-à-dire nos véhicules personnels, on pourra trouver tout un tas d'autres sources d'énergie qui auront plus de sens. Autre possibilité aussi, vous savez qu'en Vallée de Seine, il y a énormément de friches industrielles polluées, des tas de sites dont on ne sait que faire et qui sont totalement abandonnés. Alors quand la nature y retrouve ses droits, je trouve ça très bien de pouvoir laisser la nature reconquérir ces sites. Mais parfois, les sites sont tellement pollués que même la nature n'arrive pas à y retrouver sa place. Et on pourrait très bien sur ces sites y installer des centrales solaires photovoltaïques, elles-mêmes raccordées à des électrolyseurs, pour produire de l'hydrogène vert, encore une fois, pour satisfaire des besoins locaux. Les panneaux photovoltaïques sur terrain pollué. Nous avons pu les voir lors de notre passage à Colombelles. Des initiatives de production d'énergie à la réflexion sur le stockage par territoire. Ça avance. Mais une étape supplémentaire sera sans doute nécessaire. Une étape qui a été abordée par Michel Frémont. La mise en réseau de tous ces moyens de production locaux. Vous aurez ce qu'on appelle des smart grids ou microgrids, c'est-à-dire des réseaux mixtes, indépendants, interconnectés les uns aux autres, avec production du solaire, de l'éolien. Les maisons produiront, vous voyez, les maisons seront à la fois consommateurs et producteurs. On sera des consommateurs, j'aime bien, etc. Et on pourra mettre différents systèmes de façon... Ce qu'on peut faire déjà sur les îles, mais voilà, ce qui n'est pas fait. Les solutions sont donc là, elles existent. Il est temps de prendre de la hauteur et de réfléchir à nos vies de manière plus globale. Elisabeth Taudière, de Territoires Pionniers, nous y aide. L'idée, c'est aussi de se replacer de façon plus humble dans le territoire face aux éléments et donc repenser notre place dans ce milieu-là. Ça invite ensuite, par effet ricochet, à repenser aussi notre façon de construire et d'habiter cet endroit, c'est-à-dire de reconsidérer l'architecture, non pas un habitat complètement déconnecté de la terre, mais plutôt aussi se nourrir des ressources qui sont là, de la paille, du bois, de la terre, qui sont aussi des cultures constructives qui sont présentes et des savoir-faire qui sont présents dans le territoire. Et donc, du coup, repenser nos façons d'habiter avec tous ces sujets en tête, quoi. Et là, Elle ouvre sur la question de l'habitat. Nous la poursuivons avec Guillaume Charrier, de l'ARP, l'association régionale pour la promotion de l'éco-construction. Est-ce qu'on peut faire l'éco-construction locale ? Complètement. Pour moi, c'est comme ça que je travaille au quotidien en tant qu'artisan, c'est avec du lin, de la paille, de la terre, qui sont souvent même du bâtiment qui en a démoli et qu'on reconstruit quelque chose, on réemploie les matériaux et on fait appel aux professionnels, aux producteurs dans un rayon idéalement de 10 km par exemple. Alors les enjeux de l'éco-construction, pour moi, c'est vraiment le duo entre trouver les matériaux, développer les filières et trouver les professionnels. C'est avoir des professionnels formés parce qu'on peut défendre les principes de l'éco-construction auprès des collectivités, du gouvernement, mais si on n'a pas les gens ou les matériaux pour le réaliser, ça va être difficile. Donc il faut développer ça. Ouais. L'idée, c'est de réhabiliter plutôt que de construire, donc de consommer moins de matériaux. Pour moi, c'est important aussi. Avec l'éco-construction, on revient sur l'efficacité. Pascal Gourdeau nous permet d'aborder, avec l'habitat participatif, la sobriété, mais aussi la place de l'humain. Une pensée pour les éco-bâtisseurs de Louvigny, qui nous ont hébergés pendant 3 jours dans leur maison commune, où on a fini les soirées en musique et autres douceurs. Merci donc aux éco-bâtisseurs. Les gens qui veulent monter un projet d'habitat participatif, ils ont envie de
vivre différemment donc avec ce qui sera demain leur voisin, donc ils s'organisent collectivement. Donc il y a un premier combat à mener, en général, qui est de plus en plus facile à mener au fil des ans, c'est de dire, oui, nous, futurs usagers, on a une capacité collective à produire une réponse pour nous-mêmes. La suite, c'est de dire, puisqu'on est là sur une marche pour la transition écologique, on va sans doute croiser cette intention d'une nouvelle façon de vivre avec aussi une intention qui rejoint le propos de l'art, c'est-à-dire on va essayer de construire différemment. Donc c'est à peu près les deux piliers qui peuvent définir en gros l'habitat participatif. Tous les projets en France d'habitat participatif, il y en a maintenant à peu près 500, fonctionnent sur cette base-là. Des gens s'auto-organisent, plus ou moins accompagnés, mais néanmoins c'est eux qui prennent la décision d'un ensemble d'éléments qu'on va pouvoir après détailler. Et le plus souvent, ce sont des projets qui ont des vocations fortes au niveau écologique. C'est surtout un projet de vie plus qu'un logement. L'idée, c'est qu'on va travailler pendant un certain nombre, c'est le mot, se rencontrer, avancer collectivement pendant un certain nombre de mois, enfin c'est surtout d'années au final, pour aboutir à un projet collectif qui va dépasser le logement, qui va concerner aussi des espaces de vie collectifs, que ce soit en dur ou bien en extérieur. Et aussi des services qu'on sera amené à se rendre les uns les autres, et une solidarité horizontale qu'on peut retrouver d'ailleurs assez facilement, assez naturellement dans la vie de tous les jours, mais là, elle est souhaitée, elle est voulue. Donc il y a beaucoup d'intentions initiales autour de comment on va se fier des coups de main, des petits, des moyens et grands. Mais une fois encore, ce sont des projets qui doivent être réfléchis sur un territoire, ainsi que ce soit l'habitat, la production d'énergie, l'alimentation ou les transports. La réflexion la plus adaptée doit passer par cette échelle plus humaine et les citoyens, vous et moi, avons besoin d'en être partie prenante pour que cela ait du sens. Nous redonnons ici la parole à Elisabeth Taudière. Comment aussi on intègre, alors qu'on est en train de redéfinir le PLUI, le plan local d'urbanisme intercommunal, comment aussi on réfléchit sur la vision commune qu'on a de l'évolution de notre territoire pour ensuite pouvoir intégrer dans le code de l'urbanisme, dans le règlement d'urbanisme, ce qui va rendre possible cette vision. Et là, le fait de se mettre autour de la table et de questionner comment on a envie de vivre ou comment il faudrait qu'on s'adapte, quelles réponses on a envie de se donner collectivement, le fait de le mettre en discussion, ça permet de définir une vision commune ou des visions partagées qui vont alimenter le règlement d'urbanisme. Le règlement d'urbanisme, où on reparle des élus. Nous avons parlé des maires tout à l'heure avec Jean Rapenne. Nombre de maires nous ont aidés sur cette marche, nous ouvrant des salles, des gymnases, pour nous permettre de marcher plus facilement, plus économiquement aussi. Cherbourg, Formigny, Éperon, Dives, Saint-Jouin-Bruneval, Beauville, Malonnet, Rouen, Louviers, Sagy et Cergy-Pontoise sont autant de mairies qui nous ont ouvert leurs portes. Pour un certain nombre d'entre elles, cela fait partie d'un véritable effort global pour une transition énergétique, dans lequel ce débat sur l'énergie est encouragé. Nous voulions aussi poser le rôle de la ville et des élus dans cette transition énergétique, qui se joue territoire par territoire. Nous avons reçu Laurent Fussien de Malonnet et Vincent Fristeau, co-fondateur de Négawatt et maire adjoint de Grenoble. Ce dernier nous a parlé de réhabilitation de logements, de construction de logements BBC, bâtiments basse consommation, et du plan d'investissement conséquent sur les écoles. Jusqu'à présent, nous n'avons que très peu évoqué les transports, pourtant essentiels avec les trains, les trams, la multimodalité. Laissons la parole à Vincent Fristeau, juste sur la part du vélo. Et la grande innovation concerne le deux roues. On a voulu pousser au maximum le deux roues et finalement prendre des voies de circulation automobile et les réserver aux deux roues et séparer l'espace deux roues des espaces automobiles. Grenoble est maintenant championne du vélo pour les trajets domicile-travail, 17% de part modale affectée au vélo, c'est l'INSEE qui dit ça en 2021, déjà l'année dernière. Et de le laisser finir sur la production locale d'énergie. Je termine en disant que nous avons un schéma directeur de l'énergie de la métropole qui est tout à fait dans la lignée de Négawatt, sobriété, efficacité énergétique, sortie des fossiles 2030 avec une réduction et 2050, et puis amélioration de la production renouvelable. Le rôle de l'élu est important pour accélérer les volontés des citoyens.
Ces politiques peuvent lever tellement de blocages. Laurent Fussien, directeur général des services de la ville de Malonnais, a pris la parole sur les élus et leurs difficultés inhérentes. On ne peut pas, sans agir sur nos comportements, sans agir sur nos besoins, et réfléchir sur nos besoins, envisager une transition énergétique, si on ne commence pas par la sobriété et l'efficacité. Vous pouvez travailler, quand vous travaillez sur les questions énergétiques, la question de l'accès à l'énergie, et donc la question du confort thermique, et donc lutter contre les vulnérabilités énergétiques, par exemple. Et quand on touche à ça, on touche à la question du mal-logement, on touche à la question de la santé, etc. etc. C'est l'idée de jouer l'avenir, et pas seulement le temps du mandat. Un élu, en tout cas, à raison d'être élu, il faut l'être, et puis ensuite, l'idée c'est d'y rester. Sauf qu'à un moment, la durée du mandat ne permet pas de voir les effets des actions qu'on peut porter, et notamment en matière de transition écologique, énergétique, de transition sociétale. Tout ça prend du temps, même s'il y a des urgences, tout ça prend du temps. Et donc, pour un élu, difficile de prendre des décisions qui vont avoir des impacts et des résultats dans 10, 15, 20 ou 30 ans. Nous sommes arrivés à Paris au bout de 550 km de marche et plus de 30 conférences. Ça n'a pas été facile tous les jours, mais nous étions une équipe et ensemble, nous avions les solutions. La solution pour la transition énergétique est juste devant nous, à portée de main, mais elle n'est pas simpliste. Elle est plurielle. Elle demande à ce que nous nous réapproprions la question. Elle demande à ce que nous réapprenions la notion de besoin, à ce que nous revisitions notre relation à la mobilité, à l'alimentation, à l'habitat, à la démocratie. Nos habitudes de centralisation ont la vie dure en France. La réponse, elle est plurielle et elle passe par les territoires. Le faire ensemble, entre voisins, au sein des villages, au sein des villes pour inventer les solutions ensemble. La seule crainte est la crainte elle-même. Il n'y a que cette crainte qui peut nous empêcher. Nous avons avancé ensemble 550 km, sous temps de pluie souvent, en pleine période de Covid, avec pas mal d'embûches et d'imprévus, mais toujours avec le sourire parce qu'on savait qu'il fallait le faire. L'aventure était humaine avant tout, et elle nous a appris que si on avait envie de faire avancer le schmilblick, il suffisait de faire un pas devant l'autre, et de le faire sans peur, en se faisant confiance.